pour les efforts que vous déployez dans le cadre des actions salvatrices. À présent, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous prie d'accorder toute votre attention au professeur Franklin Nyamsi qui va prendre la parole sous vos ovations nourries. Excellences, Monsieur le colonel-major Amadou Abdourahmane, porte-parole du gouvernement de la République du Niger, représentant ici les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger, chers frères, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, représentant ici son Excellence le gouverneur de la région de Niamey, cher maître, docteur Aboubakar Ndjifoutawo Wo-Cha-Wo. Vous avez eu beaucoup de peine à prononcer ce nom. C'est un nom du sultanat Bamoun dans mon pays natal, le Cameroun. Il se dit Ndjifoutawo. Ndjifoutawo. Docteur et avocat maître Alexis Ihou, fils du Togo. Docteur et maître Sylvain Senda, fils du Congo. Chers présidents des associations de jeunesse et des associations d'étudiants et secrétaires généraux de ces associations ici présents, chers invités en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, grâce à l'aimable bienveillance des plus hautes autorités de ce pays, de le visiter à nouveau à la tête d'une délégation de l'association Institut de l'Afrique des Libertés, basée à Bamako au Mali, dans un double objectif, comme cela vous a été précisé tout à l'heure, accompagner notre équipe d'avocats, dirigée par Maître Ndjifoutawo, afin de contribuer à mettre fin à la facilité avec laquelle, pendant des siècles, les puissances étrangères ont assassiné les Africains. Il s'agit de documenter et de judiciariser tous les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les assassinats, les atteintes à la dignité, à la santé des personnes, perpétrés par des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, impérialistes sur le sol africain, afin que plus jamais une armée, plus jamais une puissance de passage sur notre continent ne tire sur les filles et les fils de l'Afrique comme on tire sur des lapins de prairie lors de parties de chasse en Occident. Je voudrais remercier, avant toute chose, Dieu le Tout-Puissant, d'accorder à cette grande patrie africaine qu'est le Niger, d'avoir à sa tête un homme qui sait d'où il vient, qui sait qui il est et qui sait où il va. Le président général d'armée Abdourahmane Tiani et ses compagnons intrépides du Conseil national de la sauvegarde de la patrie nigérienne et avec son homologue, le président et général d'armée Assimi Goïta de la République du Mali,
le capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, à la tête du combat de l'émancipation concrète des Africains, parce que la politique qui est menée dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel est une politique basée sur la science, c'est-à-dire sur la connaissance exacte de la réalité de la situation historique de l'Afrique en ce 21e siècle. Je voudrais qu'ensemble, nous applaudissions chaleureusement ces 3 dirigeants et leurs compagnons, ces 3 dirigeants et les gouvernements panafricains authentiques qu'ils ont mis en œuvre pour déclencher en réalité le véritable mouvement de l'indépendance réelle du continent africain. La deuxième raison pour laquelle je me tiens ici à vos côtés, en plus de ce soutien apporté au grand peuple du Sahel et aux dirigeants intrépides qui nous éclairent, eh bien le second objectif, c'est de vous présenter, comme je vous l'ai promis, comme nous vous l'avons promis depuis plusieurs semaines, cet ouvrage, L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique et preuves irréfutables de l'offensive de l'OTAN en Afrique. Ouvrage qui a été dédicacé pour la première fois à Bamako, comme vous l'avez vu, et qui est préfacé par le professeur Bourema Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali. Je voudrais à cette occasion saluer un homme qui, à la tête du département de la culture du gouvernement du Niger, du département de la jeunesse et des sports du gouvernement du Niger, nous a fait l'honneur, sur les instructions du chef de l'État, de parrainer la présente cérémonie. Il est souvent très difficile de dire du bien des gens quand ils sont là, mais je vais essayer de dire comment je sens et je vis. La fraternité exceptionnelle, la sollicitude permanente et l'intrépidité du colonel-major Amadou Abdourahmane Djibo. C'est un homme, d'abord, qui a la passion de la connaissance. Contrairement aux dirigeants que notre continent a souvent connus, brillants dans la médiocratie, dirigeants qui auraient davantage mérité le nom de junta que celui qu'une certaine presse médiatique officielle occidentale et notamment française veut infliger en permanence aux leaders révolutionnaires panafricains, le ministre Amadou Abdourahmane aime s'entourer de toute la richesse de l'intellectualité, non seulement de son pays, mais du continent et du monde. Lorsque je lui ai soumis la proposition de venir dédicacer ce livre ici, il m'a dit qu'il soumettrait cette proposition aux plus hautes autorités de ce pays avec la conviction qu'il était nécessaire que le peuple africain voit comment la science et la politique concordent dans ce qui se fait maintenant dans la Confédération des États du Sahel. Qu'il était nécessaire que la vérité se manifestât et que, pour sa part, en tant que ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, c'est ce type d'événement qu'il est chargé de favoriser afin d'irriguer la conscience de la jeunesse, mais de toutes les générations de Nigériens, d'une compréhension des grands enjeux du monde. C'est sans hésiter que le colonel-major Amadou Abdourahmane a pris en main la matérialisation concrète de notre présence ici parmi vous. Je vous prie de l'applaudir. Ce livre qui est disponible là et dont j'espère que chacun d'entre vous ressortira avec un exemplaire en fonction de ses modestes moyens,
Ce livre est écrit pourquoi? Le 15 août 2022, le gouvernement du Mali accusait formellement la France d'armer, de financer, de soutenir et de donner des renseignements aux organisations terroristes qui ensanglantent le continent africain. Le gouvernement malien portait cette plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de Paris, et notamment de la presse officielle et même des milieux officiels français, la réponse consista à présenter le gouvernement malien comme un groupuscule de mythomanes, comme un groupuscule d'écrivains de science-fiction, comme des gens qui racontaient n'importe quoi. Or, le Mali disait déjà, le 15 août 2022, qu'il possédait des preuves irréfutables de ce qu'il affirmait. Et le Mali souhaitait que le Conseil de sécurité des Nations Unies organise une confrontation publique. D'un côté, les représentants de l'État malien, de l'autre côté, ceux de l'État français, les preuves maliennes de ces accusations et les réponses françaises à ces accusations. Les représentants de la puissance française firent des pieds et des mains pour empêcher cela. Et c'est à ce jour-là, que je pris conscience de la nécessité de procéder par la voie de l'intellect pour reconstituer, par mes moyens de philosophe, de scientifique du politique, les preuves que, de son côté, par les moyens de l'État, le gouvernement malien aurait voulu présenter à la face du monde et qui, jusqu'ici, n'ont pas pu être présentées. Quelque temps plus tard, après la révolution du 26 juillet 2023, qui devait mettre fin dans ce pays à un gouvernement dont la plus haute autorité revendiquait l'alliance avec les terroristes et même leur amitié, quand les honorables officiers du CNSP, portés par le souffle profond panafricaniste du grand peuple africain du Niger, se levèrent pour dire qu'on ne peut pas avoir à la tête d'une république quelqu'un qui dit que les terroristes sont plus forts que son armée. Quand les filles et les fils du Niger, rassemblés autour de la devise Labou Sanino, Zanchanka Sane, se levèrent pour dire c'est terminer les demi-mesures, les demi-vérités, les demi-solutions. On entendit le Niger, le grand Niger, de retour dans l'arène des grands peuples historiques qui le constituent, à son tour accusé, non pas simplement la puissance française, mais l'essentiel des puissances occidentales, c'est-à-dire européennes et nord-américaines, d'être en réalité les parraines des organisations terroristes qui ensanglantent le continent. Et de soutenir, à la manière dont on soutient Israël contre la Palestine, à la manière dont on soutient l'Ukraine contre la Russie, à la manière dont on peut soutenir le Rwanda contre la RDC, à la manière dont on peut soutenir Taïwan contre la Chine, à la manière dont on peut soutenir un État proxy pour déstabiliser un État plus grand, ils affirmaient très clairement que l'organisation régionale d'alors, la CEDEAO, avait été dévoyée et que derrière les organisations terroristes que nous voyons, en fait, nous avions affaire à un grand plan de déstabilisation du continent par l'Occident politique. Là encore, ce livre était encore à l'état de brouillon. Entendant le Niger à son tour formuler vigoureusement cette accusation, je compris la nécessité de continuer à travailler. Mais ce n'était pas fini, il n'y a jamais 203. Il fallait qu'une troisième étoile polaire se levât dans le ciel d'Afrique. Lorsqu'au prix d'une double, révolution, le gouvernement relativement ronronnant de l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était déposé par le MPSR-1 du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et puis, lorsque celui-ci s'était mis à son tour à ronronner autour de la question sécuritaire comme son prédécesseur, lorsqu'advint Sankara II, comme je l'appelle, le président du Faso,
Ibrahim Traoré, lui aussi et ses compagnons du MPSR2, rectifiant la dérive de la révolution burkinabé, affirmaient avec preuve à la face du monde que nous n'avions pas affaire en Afrique à une guerre religieuse. Ceux qui attaquent, ceux qui ont tué à Fambita, ceux qui ont tué au Mali, au Burkina, ceux qui tuent à travers Boko Haram au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Cameroun, ceux qui tuent au Tchad, ce ne sont pas des représentants de l'islam, mais ce sont des groupes de mercenaires qui sont financés par les grandes puissances occidentales pour maintenir l'Afrique dans la guerre et ainsi continuer à la piller et à la traire. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était de mon devoir maintenant de produire la démonstration scientifique de cette affaire. Car tant que ce sont les politiques qui parlaient, on disait qu'ils disaient cela parce qu'ils voulaient justifier leur pouvoir. Ah, ils n'ont pas été élus, ils sont en train de dire ça parce qu'ils ont besoin de fabriquer des ennemis structurants pour tromper le peuple. Comme si même dans la démocratie occidentale, le roi d'Espagne était élu. Le roi de Belgique est-il élu? Est-ce que le roi du Danemark est élu? Est-ce que le roi des Pays-Bas, là, il est élu? Est-ce que le roi de la Suède est élu? Est-ce que le roi d'Angleterre est élu? Mais comment des gens qui ont des rois, qui ne sont pas élus, peuvent venir ici nous dire comment nous devons reconnaître nos dirigeants? Qu'ils finissent avec les 12 monarchies qu'ils ont chez eux avant de venir nous donner des leçons. Et s'ils ne peuvent pas finir, qu'ils nous laissent faire notre affaire comme nous voulons. Car l'Afrique existait politiquement avant l'Europe, avant l'Amérique et avant l'Asie. La civilisation humaine est née chez nous. Alors, merci camarades. Alors, à partir de cet instant où le Mali, le Niger, le Burkina Faso affirmaient la même chose, il fallait procéder à une enquête. Quelle était la méthode à utiliser pour cette enquête? Je me suis inspiré d'un proverbe africain qui dit que pour battre un ennemi à plate couture, il faut manger ton piment dans sa bouche. Toi, ta bouche est ici, là. L'autre, il est là-bas. Quand toi, tu veux manger du piment, tu fais entrer ça dans sa bouche. Et tu sens le goût ici, mais lui, il a la douleur. Donc, pourquoi est-ce que j'ai procédé de cette façon? Je suis professeur en Europe, en France. Je suis citoyen français et citoyen camerounais d'origine. Et donc, en tant que tel, si je répétais simplement l'accusation politique, on pourrait m'accuser de diffamation, d'atteinte aux intérêts vitaux, de tentative de subversion, etc., etc. Ce dont on m'a déjà tout naturellement accusé, mais sans preuve. Donc, pour me protéger, protéger ma famille, protéger mes amis de l'Institut de l'Afrique des Libertés, il fallait que j'aille chercher les preuves américaines, les preuves européennes, les preuves des instituts de recherche les plus importants de l'Occident, que Al-Qaïda, l'État islamique, toutes ces histoires-là, Boko Haram et consorts, ce ne sont pas des organisations religieuses. Ce sont des groupes de mercenaires qui utilisent le nom de l'islam pour cacher leur véritable mission. Dans ce livre, j'ai donc rassemblé 6 preuves. Il y en a 6. Personne n'a contredit une seule preuve depuis que le livre là est sorti. Et personne ne peut contredire une seule des preuves qu'il y a dans le livre, que je vous invite à lire entièrement. Rapidement, la première preuve, c'est que les puissances qui ont kidnappé les Africains ici pour la traite négrière, si vous faites la liste des puissances en Europe et au Moyen-Orient qui ont kidnappé les Africains pour les vendre, les réduire en esclavage, vous allez retrouver globalement la liste des puissances qui ont agressé colonialement l'Afrique, qui ont massacré les Africains pour piller nos terres. Et c'est la même liste que vous retrouvez constituant les 34 pays membres de l'OTAN. Ça, c'est la première preuve. Est-ce que ça, là, c'est faux?
Ceux qui ont vendu, kidnappé plus de 100 millions d'Africains à partir du 16e, 17e siècle, est-ce que ce ne sont pas les puissances qui constituent les 34 de l'OTAN? C'est la totalité des pays occidentaux et d'Amérique du Nord. Vous comprenez? Preuve 1. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que leur terrorisme a commencé contre nous. Ils ont ramassé plus de 100 millions des nôtres ici pour aller développer les États-Unis, développer l'Europe. C'est le sang des Noirs qui a construit l'Occident. Deuxième preuve. Et c'est les emails de Mme Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État américaine. Il y a eu un scandale qu'on appelle Wikileaks, c'est-à-dire qu'un journaliste d'investigation a réussi à entrer dans le réseau officiel américain et il a sorti les documents. C'est ce qu'on appelle le scandale Wikileaks. Il s'appelle Julian Assange. Il a donc sorti tous les emails de la numéro 2 du gouvernement américain sous Barack Obama, Mme Hillary Rodham Clinton. Les emails en question ont établi qu'ils ont assassiné Kadhafi, ils ont détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique pour empêcher Kadhafi de créer une monnaie qui devait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit dans ces emails. Ils l'ont assassiné pour l'empêcher de participer à l'émancipation des pays au sud du Sahara. C'est écrit. Ils l'ont assassiné parce qu'ils avaient un plan pour se partager le pétrole libyen. Vous avez vu comment ils ont découpé la Libye jusqu'à aujourd'hui. En fonction des champs pétroliers, là-bas c'est le gouvernement central, là-bas c'est ceci. Vous avez bien vu, c'est écrit dans les emails. Donc, les mails de Mme Hillary Clinton prouvent que ce n'est pas pour la démocratie, les droits de l'homme qu'ils ont attaqué la Libye, mais c'est pour piller l'Afrique. J'ai pris une troisième catégorie de preuves. C'est une célèbre conversation entre le ministre de la Russie des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et quelqu'un qui était ministre français des Affaires étrangères, il s'appelait à l'époque Laurent Fabius. Dans cette conversation, au nom de la France, M. Fabius demande à la Russie de ne pas opposer son veto à l'intervention militaire française au Mali en 2013. La Russie dit d'accord, vous pouvez intervenir pour stopper ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes, mais en fait qui sont les terroristes de l'OTAN. C'est ce qu'ils sont scientifiquement. Alors, Lavrov dit à Fabius, mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius répond quoi? C'est la vie. La preuve est ici, toute la conversation. La vie, c'est quoi? On dit aux Africains, on les aide à combattre le terrorisme. De l'autre côté, on finance des terroristes pour tuer les Africains. C'est ce qu'ils appellent la vie. Et au Niger, on a trouvé dans leur villa la devise. La paix, on peut l'éviter. C'est ça leur vie. Éviter la paix chez les autres. Vouloir la paix chez eux. Je suis allé à une quatrième preuve. C'est l'ancien chef de l'État de ce pays, le président Issoufou, confronté au président américain Barack Obama. Le président Issoufou lui dit, si vous détruisez la Libye, mais vous allez déstabiliser toute l'Afrique. S'il vous plaît, monsieur le président, ne le faites pas. Please, Mr. President, don't destroy Libya. Don't destroy Libya, because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Réponse de Barack Hussein Obama, prétendument fils de l'Afrique. We will finish the job. L'autre lui dit, mais ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, nous tous, on tombe. Nos pays vont s'effondrer. Réponse, non, on va aller jusqu'au bout. On va bien détruire, parce que nous, là, pour piller votre uranium, votre or, votre manganèse, votre coltan, on doit vous piller. Pour vous piller, on doit d'abord vous apeurer. Vous devez devenir des migrants dans votre pays. Dans cette même séquence, je cite la déclaration du président français Emmanuel Macron. Dans le Figaro du mois de juin 2017. Le Figaro, là, c'est à Paris, là-bas. C'est lui qui a parlé là-bas. Citation. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Il venait d'arriver au pouvoir. Là, il comprenait la responsabilité de la France
dans la déstabilisation du Sahel. Après, il a changé pour dire que nous, Africains, nous sommes des ingrats. Pourtant, il s'était auto-accusé lui-même en disant « Nous sommes coupables de la déstabilisation du Sahel. » Parce que les groupes terroristes prospèrent grâce à la destruction intentionnelle de la Libye. Ce n'était pas un hasard. Je cite au passage le président aujourd'hui du Tchad, le général, le maréchal Idriss Déby Itno, qui a expliqué que le problème, c'est que l'OTAN a détruit la Libye, mais elle n'a pas assuré le service après-vente. Et moi, j'ajoute en disant, non, le service après-vente, c'était puisque le Sahel sera déstabilisé, le golfe de Guinée sera déstabilisé, l'Afrique centrale sera déstabilisée, l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, le coltan, le gaz, le pétrole de toute l'Afrique seront éternellement pillés comme depuis 600 ans. C'était ça le plan. Et c'est toujours le plan. Et puis maintenant, au moment où je me préparais à conclure ce livre en disant les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont raison. Leurs accusations sont scientifiquement fondées. Il y a eu une révolution démocratique aux États-Unis. Le président Donald Trump, fraîchement élu, nomme à la tête de son agence de renseignement Madame Tulsi Gabbard. Madame Tulsi Gabbard se présente le 31 janvier 2025 devant le Sénat américain. Elle prête serment. I swear I will say the truth and only the truth. Je jure que je ne vais dire que la vérité, toute la vérité. On lui dit, madame, il faut parler. Nous, on est là. Et puis, on lance le piment dans sa bouche. On lance le piment dans sa bouche, elle lâche une première bombe. Elle dit, en tant qu'officier supérieur des États-Unis, j'ai honte. On dit, comment ça? Tu as honte pourquoi? Mais tu es habillé, tu n'es pas nu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai dit que j'ai honte. Quand quelqu'un dit qu'il a honte, laissez-le dire pourquoi il a honte. Le président de la commission d'audition dit, non, madame Gabbard, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Non, elle dit, non, je vais parler. Elle dit, ça là, seulement là. Voilà, je vais dire ça. On dit, mais vous voulez dire quoi? Elle dit, mais calmez-vous, je vais parler. Bon, écoutez, je suis en capacité de vous dire, sur la base des documents officiels américains que j'ai vérifiés, que c'est nous qui finançons les organisations terroristes qui ont déstabilisé l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye et le Sahel. Alléluia, Allahu Akbar. Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain, dit « C'est nous qui avons financé toutes les organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. » Le président du Sénat dit « Ah, madame, ce que vous dites là, c'est pas bien. Vous savez, les États-Unis ont des intérêts. » Elle dit « Hé, j'ai dit que j'ai honte. Si vraiment tu n'as pas pitié, il faut avoir au moins honte. Voici les preuves. » Elle a sorti un paquet d'archives déclassifiées des États-Unis. Elle a donné ça au président de la commission. Il a consulté ça, il a tenu sa tête, et il a dit, on est foutu. À peine a-t-elle fini, il y a un deuxième personnage qui est intervenu, il s'appelle Elon Musk, le patron de X. Il est nommé à la tête de l'agence de la bonne gouvernance. Elon Musk, lui, il a publié la liste des paiements de l'USAID aux organisations terroristes. C'est-à-dire qu'il met le nom de l'organisation, Al-Nusra, Al-Qaïda, l'État islamique, et puis on met la somme qui leur a été versée. C'est comme ça qu'on a retrouvé un paiement qu'ils ont effectué vers le Mali, mais que le Mali n'a jamais vu. 14 millions de dollars. Et vous savez comment ils ont appelé ça? Facilitation de la vie. Vous voyez comment ils sont? Des gens diaboliques. Il te fait du mal, il te dit qu'il est en train de te caresser. Il te mord, ça fait mal, il souffle dedans. Et il dit pardon, et il continue. Donc, Elon Musk, à son tour, passe devant le Sénat. Il dit, I swear, I will say the truth and only the truth. On dit, talk. Il dit, maintenant, je vais fermer l'USAID. Parce que tout l'argent public américain a été dépensé pour favoriser la déstabilisation du monde. Parce que nous sommes incapables de négocier les affaires commerciales en paix avec les autres. Moi, je suis un businessman, dit Elon Musk. Quand moi, je veux faire des affaires avec quelqu'un, je viens lui, je dis, bon, monsieur le ministre, vraiment, votre bouteille d'eau, je ne sais pas si je peux vous la